De retour au plateau pour la suite de Regards croisés. Nous avons un dernier tour de table à faire sur le Mali avant dans le deuxième sujet. Je reviens à vous, Vivien. Vous parliez tout à l'heure du cas libyen, de la mort de Kadhafi qui a entraîné la prolifération des armes et tous les problèmes qu'on connaît dans la sous-région. Pour moi, n'est-ce pas aussi une manière de trop s'attarder sur les causes et d'oublier qu'on doit maintenant faire face aux réels problèmes qui minent l'Afrique de l'Ouest? Oui, allons d'abord en Afghanistan ou au Pakistan et voyons ce que les Occidentaux, d'une façon générale, ont semé ou ce que les Américains ont foutu comme bordel. Il ne s'agit pas d'armer des groupes pour atteindre des objectifs, mais après, comment vous allez faire pour reprendre les armes? Voilà la question qui se pose. Et aujourd'hui, avec le changement qu'il y a en Afghanistan, tout le monde sait ce qui se passe. Maintenant, en Afrique, on nous a dit que le guide libyen, le président Muammar Kadhafi, était le diable en personne, le dictateur qui a sacrifié son peuple, mais un peuple qui mangeait quand même, hein, même s'il n'y avait pas la totale liberté, il y avait une paix apparente et il y avait un développement apparemment. Aujourd'hui, avec l'assassinat, parce que ce n'est pas une mort, hein, c'est un assassinat tragique même de Kadhafi, la prophétie commence pas à se réaliser. Parce que bon, je ne suis pas dans le mysticisme ou bien je ne crois pas à certaines choses, mais Kadhafi leur avait dit tout simplement de façon scientifique que j'ai essayé de faire de mon mieux pour retenir les jeunes qui veulent immigrer vers vos pays. Je les ai retenus. J'ai donné du travail à mon peuple, ce qui fait que j'essaie de les décourager sur l'envie d'aller en Europe. Et j'ai contrôlé pendant longtemps les groupes de rebelles. Maintenant, si vous me tuez, si vous mettez fin à mon régime, vous aurez tous les problèmes du monde. Vous n'allez pas contrôler la mer, parce que je sais ce que j'utilise comme stratégie. Vous n'allez pas contrôler la circulation des armes, parce que les rebelles sont partout. Et voilà. Et donc, on a divisé le pays en plusieurs parties. On a tué le président libyen Muammar Kadhafi et les armes ont commencé par circuler dans la zone. Il y a beaucoup d'armes qui se retrouvent aujourd'hui au Burkina Faso qui viennent de la Libye, au Mali qui vient de la Libye. Il y a des armes qui ont été utilisées au nom du Togo qui viennent du Mali, qui viennent de la Libye. Alors, la mort de Kadhafi a créé ce problème parce qu'il y avait une sorte de porte bloquée à certaines pratiques et sa mort a vulgarisé, a donné un laisser-aller à tous les trafiquants et les vendeurs d'armes pour envahir l'Afrique. Aujourd'hui, le plus grand problème pour les pays du Sahel, c'est comment faire pour ramasser toutes ces armes-là qui circulent. Parce que quand les armes circulent, les bandits s'en servent. Et maintenant, au nom des idéologies, excusez-moi un peu bêtes, des idéologies qui ne tiennent pas la route, des fous qui pensent qu'ils sont des hommes pensés, mais ces fous-là, qui sont des terroristes, hein, essaient d'envahir d'abord la jeunesse, de leur laver les cerveaux et de leur dire prenez les armes pour attaquer les gouvernants, faites du mal au peuple parce que les gouvernants doivent s'occuper plus des peuples. Si des jeunes qui sont recrutés au sein des mouvements de terroristes vous disaient combien de fois on leur lavait l'esprit, ils ne savent pas des fois ce qu'ils font. Et combien on leur donne même pour les recruter. On cherche des pauvres. On va dans des milieux qui, entre guillemets, sont considérés comme des milieux délaissés et on essaie effectivement de recruter ces jeunes. Aujourd'hui, mettre fin au terrorisme au Mali, au Burkina Faso et éviter que les terroristes n'attaquent le nord du Togo, c'est trouver une solution pour toutes ces armes-là qui circulent. Et voir qui continue par fournir du matériel, qui continue par fournir des armes aux terroristes et pour qu'ils puissent attaquer de la sorte. Et pourquoi les Nations Unies, pourquoi les Occidentaux ne mettent pas une alliance en place pour lutter efficacement et d'une façon vraiment organisée contre ce terrorisme une fois pour de bon? On a lutté jusqu'à tuer Ben Laden. Ben Laden a été neutralisé, comme on le dit dans le langage militaire. On a neutralisé beaucoup de terroristes, mais qui gênaient les Occidentaux. Maintenant, chez nous, en Afrique, au Sahel, les Occidentaux se sont installés. Il y a une partie du Burkina Faso où les terroristes font
la loi. Les soirs, à partir de 23 heures, c'est eux qui contrôlent tout. Les populations sont terrorisées, les populations sont maltraitées. Alors pourquoi on n'arrive pas à lutter efficacement contre le terrorisme? La question reste posée. On a beaucoup de coopération, CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine, avec l'Union européenne, avec les Nations unies. Mais pourquoi on n'arrive pas à vaincre le terrorisme? Les Africains doivent se poser cette question et prendre leurs responsabilités. Trouver des stratégies pour lutter ensemble contre le terrorisme et vaincre ce fléau-là. Honorable? Ouais, le problème est là, c'est parce que ça a commencé et que les terroristes mènent une guerre asymétrique contre l'armée conventionnelle, l'armée régulière, que ça devient difficile. C'est pourquoi on regrette. On se dit, ça ne devrait pas commencer, on ne devrait pas tuer Kadhafi. Oui, mais nous sommes tous d'accord que tout est parti de la mort de Kadhafi. Tout est parti de la base. Les stratégies, ce n'est pas que les armées, les gouvernements ne mettent pas en place les stratégies pour gagner la guerre contre le terrorisme. Ils le font. Mais c'est que c'est difficile. Et ça, il faut le reconnaître. On ne peut pas se lever et dire que cette guerre-là, qu'en un clin d'œil, on peut la gagner. C'est une guerre difficile, mais ce qui est sûr, c'est que si les terroristes n'arrivent pas à prendre, à arriver jusqu'à prendre les capitales, ça veut dire que les armées défendent bien leur pays. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui rend cette guerre-là difficile, c'est que les terroristes se fondent dans la masse. Et quand on parle quand les Occidentaux sont arrivés à tuer Ben Laden, c'est parce que Ben Laden est quelque part quand même isolé, oui, et on a pu le localiser et aller le chercher. Mais quand les gens se fondent dans la population, vous allez voir que plusieurs fois où l'armée a tenté même de neutraliser certains terroristes, on a accusé des armées régulières de massacre de civils. C'est parce que on n'arrive pas, des fois, on n'arrive pas à mettre la différence. La différence entre les terroristes et les civils. C'est ce qui rend la guerre là difficile. Et vraiment, il faut vivement qu'on arrive quand même à trouver cette stratégie-là. Et c'est pourquoi on ne peut pas, dans les stratégies aussi, on ne peut pas dissocier les populations civiles, les civils de l'armée. Donc, il faut toujours une union entre l'armée et la population. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que lorsque les terroristes apprennent que certains civils peut-être sont de mèche entre guillemets avec l'armée, et après c'est des massacres. Donc c'est très difficile. Okay. Donc, c'est pourquoi on dit, et il faut le dire pour l'avenir, il faut qu'on cesse de croire certaines fois que les dirigeants au niveau des pays sous-développés, entre guillemets, ou bien au niveau de l'Afrique, qu'arrivé à un certain moment, il faut les dégager, tout ça là, sans savoir, sans considérer ce qu'ils font, les moyens démocratiques. Voilà, parce qu'en Libye, non seulement le Kadhafi donnait du travail à la jeunesse, mais Kadhafi, la sécurité, toute la sécurité de l'Afrique, de la zone, c'est Kadhafi. Donc, on était dans un élan de fédérer les énergies pour pouvoir, sur le plan militaire, pour pouvoir être plus efficace avec Kadhafi et les autres pays au nom de l'unité africaine. Et quand, brusquement, il y a eu cette disparition de Kadhafi et tout est... C'est assassinat. Les problèmes ont commencé. Ok, je viens à vous, Gabin, une minute pour terminer. Oui, c'est vrai qu'il faut souvent parler de la cause, et la cause principale, c'est Muammar Kadhafi. Mais il faut aussi penser... C'est sa mort, hein? Oui, la mort de Muammar, c'était pas lui, là. Non, la mort de Kadhafi, c'est sa mort qui en est principalement la cause. Mais il faut aussi se poser la question de savoir, depuis le décès de Kadhafi, depuis le 20 octobre 2011, qu'est-ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant pour éradiquer ce phénomène de terrorisme? C'est la question essentielle qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a laissé chaque pays se défendre, ou bien on a essayé quand même de mutualiser nos forces, puisqu'on sait que sur le plan logistique, nous ne sommes pas très avancés. Ce sont les Occidentaux qui nous aident, mais à un moment, on s'est rendu compte que même ces Occidentaux et même les pays du Golfe essaient quand même de financer ces terroristes-là qui disposent quand même des moyens
assez colossaux. Donc, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? On doit penser beaucoup plus aux solutions. Et souvenez-vous que déjà le 12 janvier, il y avait déjà 14 militaires maliens qui avaient été tués. Hier encore, on parle de 5 militaires. Déjà, en l'espace de quelques mois, on parle de 17 militaires tués. Imaginez un peu la situation que pouvaient traverser les civils qui se doivent d'être protégés par ces militaires-là. C'est assez difficile. Donc, on doit beaucoup plus penser aux solutions. C'est vrai, Kadhafi il faisait sa part, mais il n'est plus là. Maintenant, après ça, depuis son décès de 2011 à 2023... Ceux qui ont foutu le bordel doivent, comme le disait le président tchadien, ils doivent faire le service après-vente. Oui, le service après-vente, c'est d'aider les pays du Sahel à lutter. Puisque ces gens-là n'ont pas la volonté de nous aider. Pour eux, c'est la déstabilisation des pays. Quand vous déstabilisez, ils vont beaucoup plus profiter. Ça leur profite beaucoup plus que ça nous aide. Donc, du coup, je pense qu'à un certain moment, nos dirigeants eux-mêmes doivent beaucoup plus penser à éradiquer ce phénomène-là d'eux-mêmes avant de penser à une main extérieure, tout ça. Puisque ces mains-là, ceux-là qui sont censés nous aider, quand ils viennent, on se rend compte que ce sont eux-mêmes qui sont les maîtres fournisseurs des armes à ces terroristes-là, et ces terroristes-là qui disposent des moyens de localisation. On ne peut pas l'affirmer tout de go, mais quand même, quand on se rend compte que il y a un média occidental qui a accès au chef terroriste à qui il fait une interview, je pense que c'est assez éloquent, c'est quelque chose qui doit... Il faut dissocier les médias. On est en train d'aller, mais je pense... Non, on doit dissocier les médias des gouvernements. On doit beaucoup plus réfléchir, je pense qu'on doit beaucoup plus réfléchir à penser à éradiquer le phénomène, et ça doit passer par nous-mêmes avant de penser à quelques occidentaux que ce soit. Merci beaucoup, et ce sera la fin pour ce sujet. Nous allons en France pour le deuxième sujet. La mobilisation contre la réforme des retraites montre-t-elle des signes d'essoufflement? Ce sera notre interrogation. 570 000 personnes ont manifesté en France dans les rues pour la 11e journée de mobilisation selon le ministère de l'Intérieur, même si le chiffre est un peu différent selon les syndicats. Un chiffre donc qui est en baisse par rapport à la 10e journée qui a officiellement mobilisé selon le ministère 740 000 personnes ou environ 2 millions selon les syndicats. Alors, peut-on dire que la mobilisation est en essoufflement en France? Je voudrais bien commencer par vous, Beau Soleil. Oui, au fait, on peut le dire ainsi parce que quand on compare les chiffres, la dernière fois, on parlait aussi de 7 000, plus de 7 000 manifestants. Aujourd'hui, quand on parle de 700 000 manifestants, et aujourd'hui, quand on parle de 5 000 et quelques, donc ça veut dire que 500 000 et quelques, donc ça veut dire que ça diminue, la mobilisation diminue, et qu'il y a quand même, on peut parler d'essoufflement parce que la situation, les facteurs qui entrent en jeu, les manifestants, les syndicats qui organisent les manifestations, ils comptent aussi sur le recul du gouvernement. Et quand le gouvernement maintient sa position, et ça décourage aussi, des manifestants. Et vous savez aussi que la grève, les manifestations, ça coûte aussi aux manifestants. Oui. Et quand vous grèvez... Et à l'État aussi. Bien sûr, oui, ça coûte à l'État. Moi, je parle, il faut ceux qui manifestent. Oui, pourquoi il y a quand même l'essoufflement? Parce qu'il y a certains qui arrivent à un moment donné à dire que non, pourquoi on manifeste, et qu'il n'y a pas espoir que cette loi puisse être retirée. Parce que que réclament les manifestants, c'est le retrait pur et simple de la loi sur les retraites. Donc actuellement, l'Assemblée, le Parlement a déjà adopté cette loi-là. C'est au niveau du Conseil constitutionnel qui va prendre sa décision le 14 avril prochain. Donc les manifestants comptent sur le Conseil constitutionnel maintenant pour déclarer cette loi-là inconstitutionnelle. Donc, et ce n'est pas sûr parce que la façon dont les choses évoluent, ce n'est pas sûr que le Conseil constitutionnel déclare cette loi-là inconstitutionnelle. Donc, il faut manifester pour amener le gouvernement, quelles que soient les situations, à retirer cette loi. C'est ce que pensent les manifestants. Mais quand le gouvernement, il faut aussi savoir que la position du gouvernement est ferme. Cette loi doit passer, quoi qu'il arrive. Donc, c'est ce qui fait que les gens se découragent un peu.
au début, il y a on a parlé de 2 millions. À un moment donné, on a parlé même de 2 millions. Pour la 10e mobilisation. Bien sûr. Journée. Et aujourd'hui, hier, on était à la 11e journée. Et ils ont programmé la 12e journée sur le 13, la veille de la décision du Conseil constitutionnel. Et on attend de voir. Mais en dehors de tout ça, là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette loi, cette réforme est opportune? Donc, quand vous attendez les analyses de gauche à droite surtout et les spécialistes au niveau de la France, vous allez voir que quelque part, cette réforme-là est quand même importante pour le pays. Mais elle vient bousculer les habitudes des Français. Oui. Bien sûr qu'aucune réforme n'est acceptée, surtout quand on parle de réforme qui impacte quand même sur les travailleurs. Ce n'est pas ça, aucune réforme n'est acceptée de manière facilement. Aucune réforme n'est acceptée facilement. Et ce que je disais que est-ce que cette réforme-là, lorsqu'on entend les analyses de gauche à droite, on arrive à conclure quand même que cette réforme-là est importante pour le pays, même si elle est impopulaire, il faut l'avouer, c'est une réforme impopulaire, mais elle est quand même importante parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Emmanuel Macron a été élu pour son 2e mandat sur ce programme-là. En allant aux élections et à l'élection présidentielle en tant que candidat, dans son programme, il a précisé cette réforme. Et ensuite, en plus de ça, aux élections législatives, la mouvance qui a la majorité relative actuellement à l'Assemblée nationale a battu campagne et à base de ce programme-là. Et dans son programme, il y a la réforme des retraites. Et en plus de ça, il y a des partis de l'opposition, j'ai nommé LR, les Républicains, qui ont aussi dans leur programme cette réforme des retraites. Maintenant, la réforme, la loi là, est impopulaire, mais pourquoi le gouvernement, l'exécutif tient à cette réforme? C'est parce que quelque part c'est vital pour le pays. Donc maintenant, moi en tant qu'analyste, mon avis personnel, je me dis, mais on dit retraite, l'âge de la retraite était à 60 ans, on l'a amené à 62 ans, et après, quelques années après, on le relève à 64 ans. Et c'est là où il y a le problème. Mais quand vous prenez les autres pays, au niveau de l'Union européenne, il y a quand même des pays voisins de la France qui sont à 67 ans. 67 ans, la Belgique. La Belgique, l'Allemagne, qui sont à 67 ans. Mais pourquoi, à 64 ans, qui est quand même 3 ans, moins de 3 ans que 3 ans moins par rapport à certains pays, et que là-bas il y a problème. Donc en quelque sorte, il faut vraiment que les uns et les autres quand même arrivent à analyser la situation, et surtout les syndicats. Quand même, il y a certains syndicats qui quand même arrivent à comprendre un peu. Mais au niveau politique aussi, quand vous prenez les partis politiques et les mouvances au niveau de l'Assemblée nationale, vous allez voir que quelque part, surtout les partis de la droite, même le Rassemblement national qu'on qualifie de l'extrême droite, et le LR que je viens d'évoquer, mais tous, ils sont des partis de la droite, ils sont pour la réforme des retraites. Mais sauf que quand la réforme arrive actuellement, on voit la position du Rassemblement national qui se désolidarise complètement de cette réforme-là, et qui fait même des propositions qu'on peut parler d'utopiques, parce qu'on parle maintenant au niveau du Rassemblement national de retraite à 60 ans. Donc vous voyez que, au niveau des partis de gauche, on sait que les partis de gauche, ils sont quand même hostiles à des réformes qui n'avantagent pas les populations, les travailleurs. Donc maintenant, il sera très difficile que le gouvernement recule par rapport à cette réforme-là.
Il sera très difficile que le gouvernement recule, c'est ce qui se fait voir déjà. On attend la décision du Conseil constitutionnel le 14. La mobilisation est-elle en train de fléchir ou bien c'est juste pour reculer et mieux sauter en attendant peut-être la mobilisation du 13, Gabin? Bon, pour le moment, on ne peut pas dire que bon, c'est en train de s'essouffler parce que, vous savez, les Français, bon, ils tiennent à quelque chose. Et on avait vu le mouvement Gilets jaunes ici. À la fin, c'était le gouvernement qui avait fléchi en accordant l'exonération de l'impôt sur le revenu, près de 5 milliards d'euros et près de 17 millions de foyers en avaient bénéficié. Donc, je suis sûr qu'ils sont dans la même logique et ils vont vouloir quand même aller jusqu'au bout. Maintenant, quant à la mobilisation, moi, je ne vois pas ça sur le terrain parce que quant au sondage, quand on voit le sondage sur le terrain, on remarque que juste 37% de la population accepte cette réforme-là, mais l'autre pourcentage, ils ne veulent carrément pas. Ça veut dire qu'ils sont tout aussi hostile à la réforme sur les retraites. Mais l'honorable vient de le dire, dans toute l'Union européenne, seule la France est encore à 62 ans. Je ne sais pas, même dans les pays de l'extrême-orient, quand tu prends l'Inde et autres, ce sont des pays qui sont quand même au-delà de 65 ans. Mais la France aujourd'hui à 64 ans, eux, ils refusent. Je n'arrive pas à comprendre. Et le Conseil constitutionnel, je ne pense pas qu'ils vont invalider, qu'ils vont censurer cette proposition-là. Je pense qu'ils vont quand même accepter. Peut-être que entre-temps, la rencontre d'Elisabeth Borne avec l'intersyndicale a aussi émoussé un peu les ardeurs. Les gens voulaient voir ce qui va sortir de cette rencontre, mais les deux parties sont restées intransigeantes sur leur position, sur sa position. Et par après, on envisage même que l'intersyndicale rencontre Emmanuel Macron, ce que l'intersyndicale dit qu'il ne faudrait pas qu'Emmanuel Macron se serve pour sa communication. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la situation est assez tendue en France et il va falloir quand même que ces syndicats arrivent à réfléchir que Emmanuel Macron, il a à charge un pays, je l'avais déjà expliqué en long et en large ici. La France, il paie quand même des sommes astronomiques au niveau de la pension de retraite. Les gens qui vivent, qui ont une espérance de vie de 85 à 90 ans, ils prennent une retraite à 62 ans. Vous imaginez un peu ce que ça peut créer comme déficit au niveau du trésor parce que il y a pour avoir quand même un taux plein de cotisation, il faut travailler à un certain nombre de durées, ce que la plupart des Français ne font pas. Il faut travailler au moins 42 ans, mais la plupart des Français travaillent sur 38 ans et la majorité travaille sur 38 ans et ça n'aide pas l'État à couvrir toutes les dépenses que ces personnes-là peuvent occasionner lors de leur retraite. Donc, c'est assez difficile pour l'État français aujourd'hui. Ce que Emmanuel Macron est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas pour cette génération, mais c'est pour la pérennité de l'État et pour que l'État français puisse survivre, il va falloir que chacun essaie quand même de faire sacrifice et permettre à ce que les générations à venir puissent aussi profiter des revenus de leurs États. Vivien, Tommy? Oui, vous savez que nous sommes en politique. Et en politique, les mots ont leur valeur. J'aimerais revenir d'abord sur ce qu'on appelle estimation et chiffres en matière de journalisme. Et comme nous donnons les informations au public, il faudrait que tout le monde comprenne. D'abord par rapport aux manifestations. Quand il y a une manifestation, si tu es journaliste, tu es dépêché sur le terrain pour faire ton reportage par exemple, tu as la possibilité, suivant ce qu'on nous a appris, tu as la possibilité de faire ton estimation à toi. Tu peux compter en tenant compte des critères qu'on utilise. C'est une sorte d'évaluation. Si j'arrive à avoir à peu près 50 personnes dans ce petit carré, si je multiplie ce petit carré par 10, ça veut dire que j'ai environ 500 personnes. Alors, il y a ce qu'on appelle les chiffres de la police, que ce soit la police ou la gendarmerie ou le ministère de la Sécurité. Il y a souvent les chiffres qui sont donnés. Et ces chiffres tiennent compte aussi d'une évaluation qu'on appelle l'évaluation de la police. Et ces chiffres-là, des fois, peuvent être plus proches de la réalité, mais des fois aussi peuvent être carrément un mensonge, peuvent être très crus. Et il y a enfin les chiffres des organisateurs. Les organisateurs ont tendance à gonfler les chiffres, ce qui fait qu'une manifestation qui regroupe par exemple 2000 personnes,
la police peut dire, nous avons vu à peu près 400 personnes. 400 personnes. Et les manifestants, au lieu de parler de 2000, vont parler de 23 000 personnes. Et donc, toi, le journaliste, tu prends ton chiffre aussi, ton estimation, et tu essaies d'évaluer à peu près combien de personnes avaient eu à faire la manifestation. Mais ce qui est conseillé, c'est de préciser aussi qu'on peut estimer à peu près à 500 personnes, mais la police dit que ça fait 119 personnes environ, et les organisateurs disent que ça fait 2 millions ou 3 millions, ainsi de suite, pour donner une idée aux téléspectateurs ou aux lecteurs de comprendre ce qui se passe. Maintenant, est-ce qu'il y a essoufflement? Bien sûr, il y a essoufflement et c'est presque naturel et normal. Parce que les manifestations commencent timidement, connaissent aussi une sorte d'apogée, de pic, et puis après, il faut que ça descende. A-t-on atteint le pic à la 10e journée ou à la 9e? Mais il y avait eu quand même une forte mobilisation. Mais en même temps que le temps continue, les gens commencent par s'essouffler, personnellement. Ensuite, est-ce que ce que nous faisons, ça nous donne des résultats? Non, on n'a pas encore les résultats. Le gouvernement continue pas à avancer, mais on montre quand même une force en face du gouvernement. Il y a certaines personnes, certains Français et certaines Françaises qui vont à ces manifestations, pas nécessairement pour le sujet en question, mais parce qu'ils sont fatigués du gouvernement de M. Macron, et donc ils veulent montrer à M. Macron que, écoutez, nous pouvons nous mobiliser et puis essayer de vous mettre hors. Sauf que dans le concret, ce serait vraiment difficile que par les marches, on puisse mettre un président démocratiquement élu hors de son fauteuil présidentiel. Vous savez ce qui est de pratique en démocratie, c'est que soit vous utilisez les normes pour pouvoir dégager vos dirigeants, ou le pire des cas, quand on le dit sur les médias, les gens ne comprennent pas. Le pire des cas, c'est carrément vous faites un coup d'État. Or, les coups d'État sont punis. Ne souhaite jamais. Les coups d'État sont punis par la loi. Les coups d'État ne sont pas démocratiques. Quand même, on accepte plus tard les présidents des coups d'État dans nos pays africains, par exemple. Mais ce n'est pas une pratique démocratique. En principe, on peut faire dégager un président par plusieurs manières. On peut passer par le Parlement pour lui mener la vie difficile. On peut faire une révolution. Et là, quand on parle de révolution, on sait que c'est tout le peuple qui se mobilise. Ce qui se passe en France, je pense que c'est important. La population prend conscience que, écoutez, quand on s'unit, quand on se met sur la route, on peut faire pression, mais le gouvernement aussi tire les leçons de ce qui se voit dans les rues. Ce qui me dérange, c'est la violence. Quand on est violent avec la police, quand on est violent avec la gendarmerie, je dis non, ça aussi, ce n'est pas la démocratie. Autant vous qui manifestez, vous êtes des citoyens libres, ceux qui assument aussi la sécurité ont leurs droits qu'il faut respecter. Merci beaucoup, Vivien, et c'est ce qui va nous permettre de mettre fin à cette première partie de cette émission. Nous marquons la pause pour le journal, puis on revient pour la suite.